Au sommaire de cette édition, une nouvelle grève secoue le secteur de l'éducation en Guinée-Bissau. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo sera jugée pour crime contre l'humanité. Ainsi en a décidé la Cour suprême. Et puis en Afrique du Sud, une commission d'enquête blanchit le président Jacob Zuma, soupçonné de corruption dans un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars. Nouvelle session de l'information sur Sika à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. En Guinée-Bissau, les écoles publiques étaient paralysées ce jeudi par une grève d'une durée d'1 mois déclenchée mercredi dernier par les syndicats d'enseignants. Ces organisations que sont le syndicat national et démocratique des professeurs et le syndicat national des professeurs réclament notamment une nouvelle grille des salaires et de meilleures conditions de travail. Nous avons déclenché une nouvelle grève mercredi dernier pour une durée de 30 jours. Notre mouvement est suivi à 100%, a dit Loriano Pereira, porte-parole des organisations syndicales ayant appelé à l'arrêt de travail. Cette nouvelle grève est la dernière d'une série de mouvements sociaux dans le secteur de l'éducation publique depuis plusieurs années, ayant des répercussions sur le respect des programmes scolaires. Au Niger, les députés de l'opposition ont effectué leur entrée parlementaire. Ils ont ainsi suspendu leur mot d'ordre de boycott des institutions de la République issues des dernières élections. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. L'Assemblée nationale affiche désormais complet au Niger. Les parlementaires de l'opposition ont regagné l'hémicycle le mercredi 20 avril 2016 après quelques semaines de boycott et de refus de reconnaître les institutions issues des dernières élections. Pour l'opposition, c'est un retour stratégique car il faut être dans le système pour mieux le combattre. C'est sous le signe de la défense du droit et de l'état de droit, de la liberté et de la démocratie que nous reprenons pour faire entendre nos voix au niveau de l'hémicycle et au niveau des autres institutions de la République. La majorité parlementaire se réjouit du retour des députés de l'opposition. C'est la raison et le sens de la responsabilité qui ont prévalu. C'est un comportement très courageux parce qu'à travers ça, on prend en compte, l'opposition a voulu mettre en avant les intérêts de notre pays, les intérêts du peuple nigérien, puisque aussi bien l'opposition que nous de la majorité, nous avons été tous élus pour défendre les intérêts du peuple nigérien. S'il y a une majorité qui travaille à l'hémicycle pendant que l'opposition est absente, eh bien on peut penser, on peut dire que une partie des problèmes de la population nigérienne peut ne pas être prise en compte. À l'appel nominatif des députés, quelques absences ont été constatées. Des absences liées à d'autres raisons personnelles, dont notamment de mission ou de santé. Dans les rangs des députés du Modem Lumana, on annonce le retour très bientôt du leader Hama Amadou en convalescence en France. En Afrique du Sud, une commission d'enquête a blanchi le président Jacob Zuma et d'autres responsables gouvernementaux. Ces derniers étaient soupçonnés de corruption dans un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars, impliquant notamment la société française Thales. L'annonce de leur blanchiment a été faite ce jeudi par le chef de l'État lui-même. Les faits remontent en décembre 2007 où le président Jacob Zuma, alors leader du parti au pouvoir, le Congrès national africain, avait été inculpé de corruption, fraude et raquette dans le cadre d'une enquête fleuve sur un contrat d'armement de 4,8 milliards de dollars conclu en 1999 par le gouvernement de l'ANC. Le parquet général avait finalement retiré pour vice de forme les charges contre Jacob Zuma juste avant son élection à la présidence en 2009. Mais la presse sud-africaine estime que toute la lumière n'a pas été faite dans ce scandale, l'un des plus importants depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ainsi, en 2011,
Le président Jacob Zuma avait lui-même nommé une commission composée de juges pour enquêter sur les allégations de corruption. Après 4 années de travaux, elle a remis ses conclusions fin 2015 et le chef de l'État les a rendues publiques ce jeudi. Les allégations qui se sont répandues évoquant corruption, marchandage et fraude dans un contrat d'armement, en particulier lié à la sélection dans les appels d'offres, n'ont été corrobées par aucune preuve, orale comme écrite, présentée à la Commission. L'opposition politique et les adversaires de la signature de ce contrat d'armement ont dénoncé ces conclusions qui visent, selon eux, à minimiser le scandale. Mais selon certains, les conclusions du rapport tombent à point nommé pour le président Jacob Zuma, au cœur de plusieurs scandales et qui a notamment été reconnu coupable fin mars d'avoir violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa propriété privée. Je le disais en titre, la Cour suprême de Côte d'Ivoire a rejeté ce jeudi le pouvoir en cassation de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime contre l'humanité. La Cour a délibéré conformément à la loi et a décidé le rejet de la rétraction formulée par Simone Gbagbo contre la décision du 17 mars 2016, a déclaré le juge lors d'une audience publique. Je suis fortement déçu, la Cour suprême a rendu une décision politique, a réagi Maître Rodrigue Dadje, un des avocats de Simone Gbagbo. La conséquence est que cette dernière va être jugée aux assises pour crime de sang, probablement début mai, a-t-il poursuivi. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement jugée à La Haye par la Cour pénale internationale, a été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Elle est actuellement incarcérée à Abidjan. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Bénin où le ministre du Cadre de vie et du Développement s'est entretenu avec les acteurs du bois. C'est au lendemain d'une série de mesures prises afin de créer d'une part un environnement d'exploitation sain et donner d'autre part une chance à la sauvegarde de l'environnement. Cette rencontre aura permis à l'autorité de savoir davantage sur ce secteur déterminant de l'économie nationale. Reportage. Il s'agit pour le ministre de clarifier les décisions prises dans le secteur bois au cours du Conseil des ministres et les actes qui ont suivi, puis d'écouter les uns les autres sur les goulots d'étranglement éventuels. Le ministre aura réussi sa sortie tant les acteurs ont apprécié et se sont confiés. Il ressort des propos qu'il y a malaise. La suppression des contrats et mesures sont suggérées à l'autorité. Soyons prêts à avancer. Que la rupture ne soit pas un discours, ne soit pas des incantations lancées, mais que ce soit des comportements réels. L'environnement que nous voulons protéger ne connaît pas d'exploitation privée, d'exploitation publique, de bois de l'ONAB, de bois de perche, bref. C'est un engagement vis-à-vis de la protection de nos forêts et de l'environnement. C'est d'abord une préoccupation globale qui est cité dans l'article 27 de notre Constitution, la protection de notre environnement. Donc, exploiter du bois au-delà de ce qui est permis, sans reboiser, c'est porter atteinte à l'environnement. Soyons-en conscients. Donc, nous allons tenir compte des problèmes individuels, mais nous devons savoir que l'impact est global et que l'impact dépasse même les limites du territoire national. Le Bénin est engagé dans des conventions internationales. Il faut que nous nous comportions en personnes responsables. Cette rencontre est une première selon le ministre. Celles restreintes à chaque corps afin de prendre des mesures subséquentes en vue de donner les mêmes privilèges à chacun sont prévues à rassurer l'autorité, fière de redonner espoir au secteur environnement et bois à travers la préservation des ressources naturelles. Toujours au Bénin, les dockers de la Sobemap, la société béninoise des manutentions portuaires, réunis au sein du Syndosmap, le syndicat national des dockers et spécialistes des manutentions portuaires, s'insurgent
contre les conditions de travail à eux faites par leurs supérieurs hiérarchiques. Mobilisés à l'occasion d'une assemblée générale, rehaussée par la présence du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, ils en appellent à une amélioration des dites conditions. La substance de leur doléance sur des propos recueillis par Joël Yetonji est juste dans Rissou. J'avais dit au ministère en son temps qu'il y a mieux à faire. L'argent qu'on va dépenser pour ces 100 recrues-là, si on prend ça, on peut satisfaire 5 000, voire 6 000 dockers que nous sommes. Et nous allons rire. La voix de la rupture a sonné et le ministre nous a donné raison. C'est suspendu. Pour la SOMEMAP, ce ne sera pas seulement suspendu. Ce sera annulé. Annulé. La CSTB vous félicite. Le concours là, Talon a déjà dit de suspendre. Nous sommes d'accord. Oui. Mais Talon doit dire d'annuler. Oui. Parce qu'il est frauduleux ce concours. Nous allons donner les preuves. Oui ou non? Oui. La seule chose que nous exigeons, eh bien, c'est notre convention. Et si les gens traînent, eh bien, les dockers vont tomber dans la rue et demander à tout le peuple d'aller aux états généraux pour qu'on trouve solution à nos problèmes, à notre convention. Subvention, ensuite annulation des concours et nous demandons à ce qu'on vous fasse quand même, vous êtes face à la mer, vous travaillez dans la mer. Il faut que on vous fasse un bilan de santé. Les enseignants qui respirent la craie régulièrement et de temps en temps, on leur fait le bilan de santé. Mais ce n'est pas seulement le bilan que nous demandons. Si on fait le bilan et que vous avez une maladie, on doit vous soigner, on doit vous traiter. Allons à présent au Gabon, où 7e quartier de Libreville souffre d'une pénurie récurrente d'eau. C'est le cas par exemple de Nzayong, le plus grand quartier de la capitale gabonaise, situé dans le 6e arrondissement. Là-bas, certains habitants vivent le calvaire depuis plusieurs années. Paul Abougundila pour le reportage. Perchés sur cette montagne qui surplombe le quartier Nzayong, les habitants de cette partie de la ville meurent pour ainsi dire de soif les pieds dans l'eau. Leslie vit avec ses parents dans cette propriété contiguë au château d'eau qui alimente le quartier tout entier. Pourtant, pour s'alimenter en eau, ses parents recourent régulièrement aux services payants des sapeurs-pompiers pour remplir ces cuves de précieux liquides. Ils déboursent jusqu'à 20 000 CFA pour se pourvoir en eau pour un mois. Ça fait près de 8 à 9 ans qu'on n'a pas d'eau. On vit juste en face du château d'eau. Mais on n'a pas la possibilité de profiter de l'eau. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, détentrice de l'exclusivité de la production et de la distribution de l'eau et de l'électricité en République gabonaise, ne semble n'en avoir que cure. Les populations concernées, en plus d'une décennie de revendications sans obtenir gain de cause, sont obligées de se résigner à un système D imposé dans un pays où il pleut toute l'année. On dit qu'on a lancé de l'eau, mais apparemment rien n'a changé. Donc on est obligé de louer des voitures ou bien louer des enfants pour qu'ils puissent nous puiser l'eau ailleurs. Donc vraiment ici c'est vraiment compliqué, la vie n'est pas vraiment facile à cause d'eau. Le problème d'eau ça dure vraiment très très longtemps. La SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, à bout de souffle n'arrive plus à jouer son rôle pleinement. L'ouverture à la concurrence reste aujourd'hui, selon certains analystes économiques, la seule option pour permettre aux populations de bénéficier de services de qualité dans ce secteur sensible. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.